Alors, dans ce TD, on nous demande de faire l'asservissement de ce système dont la fonction de transfert est 1 sur P. Et la première question, c'est quel est le correcteur qu'on doit mettre dans le système asservi pour obtenir une erreur de vitesse nulle. Pour avoir une erreur de vitesse nulle, vous savez, il faut un système de classe 2. Or, actuellement, si on ne met pas de correcteur, on a un système de classe 1 puisqu'on a un seul intégrateur. Donc, le correcteur qui s'impose, c'est le correcteur proportionnel intégral, dont la fonction de transfert est Kp facteur de 1 plus TIP divisé par TIP. Comme ça, on va pouvoir obtenir cette fonction de transfert en boucle ouverte, Kp 1 plus TIP sur TIP, le tout multiplié par A, c'est-à-dire 1 sur P. Et donc, si on regroupe, on a ici une constante, Kp sur τi, multipliée par 1 sur P carré. C'est là où on voit que c'est bien un système de classe 2, puisqu'on a un carré ici, multiplié par 1 plus TIP. Ensuite, on va nous demander de calculer la fonction, de transfert en boucle fermée pour pouvoir faire des réglages de Kp et τi pour obtenir les performances attendues. Alors, la fonction de transfert en boucle fermée A sur 1 plus AB avec B qui est un retour unitaire qui vaut 1. Donc, on a A sur 1 plus, enfin, on a la chaîne directe ici, enfin, la boucle ouverte divisée par 1 plus la boucle ouverte, puisque le retour c'est 1. Et donc, dans cette fraction, je vais prendre TI P carré et je vais le développer en bas ici sur le 1 et sur ce terme-là, ce qui va avoir pour effet de simplifier ici le TI P carré, puisque c'est en haut et en bas. Donc, au final, on obtient ici TI P carré plus ça. Ça, si je le développe, ça fait Kp plus Kp TIP. Je remets dans l'ordre et je vais factoriser par Kp, mon terme constant. Si je factorise ici par Kp, ici, ça va simplifier là. Donc en haut, je vais retrouver 1 plus TIP. Et en bas, j'aurai Kp que je mets en facteur, va me donner 1. Kp TIP sur Kp, ça va me donner TIP, que je retrouve ici. Et enfin, TIP carré divisé par Kp, que je retrouve ici. Et ça va me donner, toujours pareil, la forme du deuxième ordre, 1 plus 2zp sur oméga 0 plus p2 sur oméga 0 carré. Dans l'énoncé, on vous demande de régler le facteur d'amortissement à 0,7 pour avoir un dépassement de 5%. Et un temps de réponse est égal à 1 seconde. Et le temps de réponse, on a déjà vu que c'était 3 divisé par z fois oméga 0. De cette équation, je vais en déduire oméga 0 qui vont donc 3 sur z, c'est-à-dire 3 sur 0,7. Le terme ici, 2z sur oméga 0 est égal à ti. Donc je peux calculer ti, qui est égal à 2 fois 0,7 divisé par le oméga 0 que je viens de calculer ici. Et donc j'obtiens 0,33 secondes, c'est-à-dire 333 millisecondes. Enfin, le terme ici va me donner 1 sur oméga 0 carré qui est égal à TI sur Kp. Je peux donc calculer Kp, qui sera égal à TI fois oméga 0 carré. Et après calcul, j'obtiens un Kp qui est égal à 6. Voilà, maintenant, du coup, je peux remplacer ici dans ma fonction de transfert, soit en boucle ouverte ou en boucle fermée, TI par 0,33 et Kp par 6. Ensuite, on vous demande de comparer les performances attendues avec ce qu'on a réellement avec un graphe. Sur le graphe, vous pouvez constater que le temps de réponse à 5% est bien de 1 seconde. L'erreur de position est bien nulle, puisque quand c'est stabilisé, on obtient 1. Par contre, le dépassement, on s'attendait à avoir 5%, c'est pour ça qu'on avait réglé z égale 0,7, et on obtient un dépassement de 21%. Ça, c'est normal, on a vu dans le TD précédent que c'était lié à la présence de 1 plus TIP au numérateur de la fonction de transfert en boucle fermée ici. Si on n'avait pas eu ce terme-là, si on n'avait pas eu ce terme-là, juste 1 divisé par un second ordre, on aurait eu 5% de dépassement. En l'occurrence, on ne l'a pas, puisqu'on a aussi TIP ici, ce qui en fait ramène un 0. Un 0, c'est ce qui annule le numérateur de la fonction de transfert. Et donc, comme il y a un 0, ça va générer du dépassement supplémentaire, donc on n'aura pas 5%, mais on obtient 21%. Dans la question suivante, on vous demande de tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte. Parce que vous savez que pour faire l'étude de la stabilité, c'est-à-dire mesurer, évaluer la marge de phase, il faut tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc ici, je vous ai mis les valeurs numériques.
la fonction transfert en boucle ouverte, je vous rappelle, on l'a ici, on avait Kp sur TOI. Kp sur TOI, si on fait le calcul, on trouve 18,4, ce qui fait 25 dB. 1 sur P carré, ici. Et enfin, 1 plus TIP, avec TIP qui vaut 0,33, c'est-à-dire approximativement 1 plus P sur 3, 3 étant notre pulsation de coupure pour cette partie que j'ai dessinée ici en jaune. Donc après j'ai dessiné séparément ces trois termes. Ici les 25 dB en orange, ici 1 sur P carré. 1 sur P carré c'est une droite sur un diagramme de Bode qui va descendre tout le temps avec une pente de moins 2. Je notais ici, c'est-à-dire que 1 sur P carré quand P vaut 1, ça donnera 0 dB, donc c'est le point ici. Et si je remonte une décade en arrière, 0,1, j'obtiens 40 dB. Évidemment, pareil de l'autre côté, si je passe à 10, j'obtiens moins 40 dB. Donc ça me donne la deuxième partie de la fonction de transfert en boucle ouverte. Et enfin, le 1 sur P3, c'est quelque chose qui, quand P tend vers 0, va tendre vers 1, c'est-à-dire 0 dB. Et puis, il va y avoir une cassure à P égale, enfin, oméga égale 3. À ce moment-là, on a une pente plus 1. Donc à 30, je serai à 20 dB. Et puis après, je vais faire la somme de ces trois graphiques, de ces trois courbes plutôt, pour obtenir la courbe blanche qui sera la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors au début, on a 0 plus une pente moins 2 plus 25 dB, donc ça veut dire qu'il faut prendre la pente moins 2 ici et la montée de 25 dB. Cette pente moins 2, elle coupe 0 dB à 1, donc ça veut dire que ici, je vais me retrouver à l'endroit où ça sera 0 dB pour la rouge, j'obtiens 25 dB pour la blanche. Et puis après, on n'a qu'à tracer une parallèle en fait, entre la blanche et la rouge, puisque c'est tous les deux des pentes moins 1. À partir de oméga égale 3, cette courbe blanche, elle n'aura plus une pente de moins 2, elle aura une pente de moins 1, puisqu'on vient lui rajouter une pente plus 1 ici. Donc du coup, je résume, on a une pente moins 2 jusqu'à à peu près oméga égale 3, et puis après, on a une pente moins 1. Au niveau de la phase, que j'ai tracé en petit ici, on a une pente moins 2 qui correspond à moins 180 degrés de déphasage, et ici une pente moins 1 qui correspond à plus 80, à moins 90 degrés. Donc je passe de moins 180 à moins 90 degrés. Par raison de symétrie, petite remarque, ici ça sera le point à moins 135 degrés. Et puis après, forcément, on va nous demander d'évaluer la marge de phase. Donc la marge de phase, je vous rappelle, c'est l'endroit où la courbe de module coupe le 0 dB. Je viens regarder la phase réelle. Et l'écart que j'ai entre moins 180 degrés et ma phase réelle me donnera ma marge de phase. Dans la question 7, on vous donne un graphique qui vous donne la phase et le module de la fonction de transfert zoomé à l'endroit où on peut mesurer cette marge de phase. Donc la procédure pour trouver la marge de phase est toujours la même. Sur l'échelle des dB, je vais chercher le 0 dB. J'identifie ici que la courbe qui descend, c'est la courbe de module, c'est celle qu'on avait tracée de façon asymptotique. Vous pouvez remarquer que le module descend et la phase monte. Donc sur la courbe de module, je cherche l'endroit où on a 0 dB, la pulsation de 0 dB. Je remonte à cet endroit-là, d'ailleurs c'est à peu près 7 radians par seconde ici. Et puis je vais mesurer la phase pour cette pulsation-là et je trouve à peu près moins 115 degrés. La marge de phase est donc de 180 moins 115 degrés. Puisque la marge de phase, vous savez, c'est 180 plus la phase réelle. Et donc on a une marge de phase de 65 degrés avec les réglages précédents. Maintenant, on me demande de réaliser ce correcteur proportionnel intégral en utilisant un calculateur. Donc dans mon calculateur, je vais faire rentrer sur deux entrées analogiques la tension d'entrée de la tension de consigne et la tension de retour, c'est-à-dire la tension de sortie. Ce qui va me donner l'erreur. Et dans mon correcteur, ce que je fais, c'est Kp facteur de 1 plus TIP sur TIP, ce qu'on peut mettre sous cette forme-là. L'entrée, c'est epsilon, la sortie, c'est Vc. Donc Vc est égal à epsilon multiplié par Kp sur TOI fois 1 sur P, plus epsilon fois Kp. Donc j'ai deux parties, cette partie et celle-là. Cette partie, c'est l'intégrateur, cette partie-là, c'est le proportionnel. Et donc, si je fais la transformée de la place inverse, en fait, on va transformer tout ça. 1 sur P, ça devient une intégrale. Epsilon devient epsilon de T, et ici et ici. Et donc, on obtient donc Kp sur TOI, l'intégrale de epsilon, c'est-à-dire l'intégrale, ça veut dire la somme de tous les epsilon, plus
Kp fois epsilon. Maintenant, on va traduire ça dans une fonction. Cette fonction, on dit qu'elle est appelée par un ticker, donc régulièrement dans le temps, on vient appeler la fonction d'asservissement. Et elle est appelée tous les t égale te. Début de ma fonction, je viens lire e et s. Avec e et s, je peux calculer l'erreur. Et puis ici, je vais calculer l'intégrale. Cette intégrale-là, intégrale de epsilon de t dt, en fait, ça peut se dire aussi somme des erreurs pour chaque intervalle de temps, depuis le temps égale 0. Donc si on représente l'évolution de l'erreur en fonction du temps, par exemple comme ça, si j'ai déjà calculé toute cette intégrale-là, au TE suivant, il faut que je rajoute cette surface-là, c'est-à-dire epsilon fois TE. Donc ma somme d'erreurs, mon intégrale d'erreur, c'est la somme d'erreurs égale somme d'erreurs plus TE fois l'erreur. Donc je viens rajouter tous les TE, cette petite surface-là à l'erreur. Et donc du coup, ma tension de consigne qui va sortir de mon correcteur numérique, celle-ci, ça sera, du coup il faut que je respecte cette équation-là, ça sera Kp sur TI fois la somme d'erreurs plus Kp fois l'erreur. Et puis ça, je l'écris sur une sortie analogique. Maintenant, dernière question, on voit qu'on fait de l'échantillonnage puisqu'on a un correcteur numérique, donc on vient regarder régulièrement dans le temps, et il faut que notre calculateur, vous allez le voir, soit suffisamment rapide pour ne pas déstabiliser le système. En fait, un retard pur, sa fonction de transfert, c'est epsilon moins TE sur 2P si on prend comme retard pur TE sur 2, parce qu'un échantillonnage vient rajouter un retard pur de TE sur 2. Ça ne joue pas sur le module de ça c'est 1. Par contre, le déphasage de cette fonction de transfert-là, c'est moins TE sur 2 oméga. Et le résultat est en radian. Pour l'instant, notre système, il a une marge de phase de 65 degrés à oméga égale 7 radians. Et la question, c'est quelle est la valeur de TE qui déstabiliserait le système? Donc, pour déstabiliser le système, en fait, il faudrait que le retard pur introduise un déphasage de moins 65 degrés à oméga égale 7 radians par seconde. À ce moment-là, on tomberait avec une marge de phase complètement nulle. Donc, on pose moins TE sur 2 oméga est égal à moins 65 degrés, mais on ne peut pas poser ça directement puisqu'on a vu que ça c'était des radians, donc il faut rajouter le facteur 180 sur pi, et donc du coup on peut calculer TE. TE est égal à 65 fois pi fois 2 divisé par 180 sur 7, ça fait 0,32, c'est-à-dire à peu près 320 millisecondes. Donc moralité, notre période d'échantillonnage et le ticker, il doit être appelé avec un temps TE qui doit être très petit, c'est-à-dire au moins 10 fois plus petit, voire 100 fois plus petit. Donc si on peut faire un échantillonnage toutes les 3 millisecondes, on est sûr que notre système va rester stable. Voilà.